Le delta de l'Ogooué s'étend, large et silencieux. Le sable de ces berges contient encore des fragments d'histoire, car depuis des millénaires, des hommes et des femmes ont parcouru ces rives. Ils ont laissé des traces de leur passage. Aujourd'hui, une équipe d'archéologues tente de les retrouver, de comprendre comment et depuis quand l'homme habite ces régions du Gabon. Chaque mission commence par une logistique bien réglée. Pirogue, 4x4, mais aussi cartes satellites et GPS. Mais ce que cherchent Richard Oslisly, Geoffroy de Saulieu et Maël Tsinga ne se trouve pas sur les cartes. Leur terrain, c'est celui du temps ancien. Ils cherchent les endroits où la nature a gardé les traces du passage humain. Cette expédition les mènera dans 2 sites. Nganda, mosaïque de savanes et de forêts au bord du fleuve, et Abanda, un massif forestier ponctué de formations géologiques étonnantes. Pour atteindre ces lieux, il faut de la patience et un peu d'obstination. Mais derrière chaque détour, une promesse. Celle de découvrir un site archéologique encore inconnu. Nganda. Un lieu où le fleuve rencontre la savane. Un point de passage idéal pour les sociétés anciennes. Ici, les archéologues rejoignent Balou, un habitant de Port-Gentil passionné d'histoire et qui connaît chaque recoin du secteur. Autour de son centre de recherche, un peu par hasard, il a déjà trouvé des poteries, des bijoux en cuivre et des éclats de silex. Curieux de leur origine, il a proposé aux scientifiques de le rejoindre afin de prospecter les savanes autour du camp. Sous leurs pas, des fragments de coquillages, vestiges d'anciens repas, signalant la présence de villages oubliés. Donc on peut dire qu'on a des ancêtres ici qui vivaient sur cette zone. Ah, on peut dire ça. Et en plus, quand tu vois les palmiers, donc ça veut dire que le palmier, lui, est souvent inféodé à la présence de l'homme. C'est un marqueur, un indicateur de présence humaine. Ces amas, ces poubelles du passé, sont des archives de la vie quotidienne. L'équipe décide de prospecter en détail une zone qui se situe à proximité directe du fleuve. Cet endroit n'est pas choisi par hasard, c'est stratégique. Le fleuve représente un haut lieu de commerce, et donc des groupes humains s'installaient souvent au bord de celui-ci. Proche de la surface, les artefacts retrouvés ne sont pas très anciens, comme cette bouteille de coca des années 1960. Mais plus on va profond, plus les trouvailles deviennent anciennes. Carré après carré, ils fouillent stratégiquement la terre. Peu importe que le soleil tape ou que la pluie tombe à grosses gouttes, leur détermination est totale et le temps disponible sur le terrain est compté. On a quelque chose ici. Geoffroy, tu peux venir voir s'il te plaît? À force d'efforts et de patience, les premiers artefacts intéressants refont surface. Superbe, dis donc. Bon silex. Il était à quelle profondeur? Moins 45 cm. Ça, c'est super intéressant. Chaque éclat, chaque morceau de poterie rejoint la table de tri où Richard les compte et les classe avec minutie. Vous savez où se trouvaient les gîtes et les placers à silex et à quartz. Et là, sur les sites, on trouve des esquilles qui ont été débités du silex. Le chasseur-cueilleur garde la partie, l'outil en tant que tel. Puis toutes les esquilles qui sont autour, c'est le débitage, les opérations de confection. Les charbons de bois retrouvés dans les strates permettront de donner une date aux objets retrouvés grâce à la technique du carbone 14. Ils sont donc eux aussi conservés comme des trésors. Petit à petit, une histoire émerge, celle d'un peuple qui commerçait, fabriquait, bref, qui vivait au bord de l'eau. Plus au sud, une deuxième mission commence, plus éloignée et plus compliquée. Abanda, c'est un labyrinthe végétal, un monde constitué de pierres et d'eau. Ici, l'équipe d'archéologues peut compter sur Jérémy,
le guide local qui connaît ce terrain depuis toujours. Maël profite de ses connaissances pour repérer le terrain à la recherche de sites intéressants à prospecter. Sous la canopée, la forêt cache des grottes impressionnantes, des cavités formées à partir d'anciens fonds marins. Parfois, une ammonite fossilisée rappelle que cet endroit fut, il y a très longtemps, un océan. Là, on vient d'arriver dans le canyon et il y a 2 belles grottes, une en face de nous qui a un bel ammonite. Oh, regarde, cette belle petite chauve-souris là. Voici l'ammonite dont je te parlais dehors là. C'est la famille des mollusques et ils sont dans les grottes parce que les grottes en elles-mêmes c'est des fonds marins. Tout au fond, je vais te montrer la veine là. Voilà, tu vois. Et lorsqu'on fait le tour du sentier, on peut apercevoir ça par le haut là-bas. Voilà, donc je te présente le reste du canyon. Vu qu'il y a plein d'animaux qui vivent ici, porc-épic, pangolais, on ne va pas trop les déranger, donc je t'invite à continuer le chemin. Ce secteur est aussi le lieu de vie d'une faune très diversifiée. Des caméras trappes laissées par Maël et Jérémy à proximité des grottes peuvent en attester. Bien que la faune ne soit pas toujours facilement observable, elle est pourtant bel et bien là. Là, on arrive sur un autre système de grotte. Cette grotte-là, on a décidé de l'appeler Skeletor à cause de sa forme. Voilà, donc là, je te présente l'entrée de la grotte au Skeletor. Quand on est venu la première fois, on a trouvé un bloc de silex. Voilà, le bloc silex dont je te parlais. Et ce bloc-là, les hommes d'avant l'utilisaient pour tailler leurs outils. Tiens, justement là, il y a un éclat de silex. Richard se souvient d'une grotte, ou plutôt d'un abri sous roche particulier, découvert il y a 1 an, mais faut-il encore le retrouver? L'équipe décide donc d'y retourner. Pour cela, il se base sur les connaissances de Jérémy et d'autres guides locaux. Le chemin est long, humide et semé d'animaux et de marécages. Mais la tension monte à mesure qu'ils approchent. L'équipe trouve enfin la cavité où une étrange formation de pierre, au milieu de l'abri sous roche, une stalagmite, semble à première vue presque façonnée, sculptée par des humains. Monsieur Richard, quand est-ce que vous avez découvert cette grotte? Bon, cette grotte a été découverte il y a à peu près 1 an avec une expédition qu'on a fait avec Boza. Donc cette grotte était déjà connue par les gens de mon village. Bah, c'est normal, c'est vous les chasseurs, hein. Et les chasseurs, qu'est-ce que vous chassez? Le porc-épic. Et le porc-épic, il vit dans les grottes. Ben voilà, c'est comme ça que vous trouvez les grottes. L'abri sous roche est habité par une immense colonie de chauves-souris. Regardez ça. Oh, c'est beau ça. Une méga colonie. L'odeur ici est irrespirable à cause des déjections de chauves-souris. C'est pourtant là. Ils en sont persuadés que des humains ont vécu et peut-être même effectué des rituels. Mais pour prouver cette théorie, il faut fouiller. Les outils s'activent, les voix s'éteignent. La première prospection test peut commencer au pied de cette étrange structure. Est-ce que cette pierre est naturelle ou a-t-elle été dressée ici par des hommes? C'est le grand mystère. Au début de la fouille, c'est la grande question que tous les archéologues se posent. Les objets qui seraient retrouvés ici, aussi petits soient-ils, seraient les témoins d'une partie importante de la préhistoire de l'Ogooué maritime. Ils rappellent que l'histoire des hommes en Afrique centrale est encore largement inconnue, mais pourrait bien être complétée grâce aux travaux de recherche de cette équipe d'archéologues. Alors ça faisait 1 semaine que l'on prospectait les grottes d'Abanda
et nous avions repéré cette grotte parce qu'il y a cette pierre dressée. Et c'est pourquoi on l'a appelée la grotte du menhir. On ne savait pas si ce menhir, entre guillemets, était naturel ou s'il était d'origine humaine. Et là, on a la réponse. Maintenant, on est sûr que ce menhir n'est pas naturel, mais que cette grotte a été occupée et a été l'objet de rituels. Comme nous partons demain, nous ne pouvons pas étendre la fouille maintenant. Nous savons qu'il y a un site archéologique ici, et donc nous allons revenir pour faire une fouille dans de bonnes conditions dans quelques temps. Le fleuve, lui, continue de couler, indifférent à l'histoire des hommes. Mais grâce à ces fouilles, chaque pierre, chaque coquillage, chaque éclat de silex retrouve sa place dans le grand récit du passé. Le Gouët maritime n'est de loin pas un territoire vierge. Il est habité depuis longtemps, traversé de cultures, de savoirs et de gestes oubliés. Et pour ceux qui savent où regarder, il a encore beaucoup de secrets à nous offrir.